Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Terrain de jeu, le podcast jeux vidéo et e-sports de RDS Jeux vidéo. Mon nom est Mario Girama et j'ai avec moi aujourd'hui Éric Hébert et Alban Canois. Comment allez-vous les gars? Ben, ça va bien, très bien, chaudement comme tout le monde. Très Éric? bien de mon côté, oui. Bon, comme d'habitude, on va commencer avec un petit tour de table sur à quoi vous avez joué cette semaine. Moi, je vais commencer. J'ai joué à Auto Chess, mais on en a parlé tantôt. Mais je voulais parler un petit peu. Je suis un trip weird. J'ai découvert un jeu qui s'appelle World of Kings. Je suis dans ma folie de mobile encore. Puis World of Kings, c'est une affaire qui m'a pogné par surprise. C'est comme un des pires clones de World of Warcraft que j'ai vu de ma vie. Mais tout en mobile. Fait par un studio quand même classique. Là, c'est Zluang ou Zluang, je sais pas comment les prononcer, mais c'est un des premiers développeurs de jeux chinois qui date des années 90. Mais ça me fait poser la question, je t'en avais parlé un petit peu au début, de la qualité de production derrière plusieurs produits chinois en ce moment qui sortent en mobile. Puis juste curieux de savoir comment ça marche dans ces studios-là, puis on voit pas grand-chose. Fait que je suis bien curieux de ça. Mais anyways, On World se of demande King... si là, c'est des sweatshops où est-ce qu'ils produisent des clones. Ben c'est ça, j'ai fait des finir, recherches. J'ai fait des recherches, je trouvais pas grand-chose, mais je suis juste vraiment impressionné par comme qu'est-ce qui sort des jeux. Comme, on va en parler pendant Auto Chess, là, mais Ben, le montant de Auto ouais. Chess qui ont sorti, puis C'est tellement des marchés immenses là, qui sont autosuffisants, qui n'ont C'est vraiment fou, pas là. besoin d'exporter en Amérique pour fonctionner. On s'en rend même pas compte. Il y a des jeux là-bas qui sont joués par des dizaines et des dizaines de millions de personnes. Tu sais, World of Warcraft, on était comme quand ils ont atteint 12 millions, c'était comme la grosse affaire, alors que là-bas, tu as des jeux qui sont 30 millions dessus. Puis, Ouais, ils ont ça- souvent leur propre version, leur propre clone, Ouais. parce que les jeux occidentaux n'arrivent pas toujours à percer en Chine. S'ils n'ont pas une porte d'entrée comme Tencent pour les appuyer, c'est très difficile d'y arriver. Par contre, ils développent leur propre clone. Il y a par exemple Crossfire, qui est quasiment un clone de Counter-Strike, qui marche très bien là-bas et dont on n'entend jamais parler ici. Mhm. ouais, ben, il en a parlé au E3 cette année parce que C'est Microsoft était bien content de l'annoncer. Puis tout le monde, même nous autres, on était au party, on a parlé au dernier épisode, mais tout le monde était comme Crossfire, c'est quoi ça? Eh ouais. C'est comme un énorme jeu, là. Hmm. Moi aussi, j'étais sur mobile cette semaine. En fait, j'essaye le jeu Worse Than Death, qui est du même créateur que le jeu Home. C'est Benjamin Rivers. Au fond, c'est un Torontois qui fait des jeux tout seul avec l'aide de sa femme. Là, c'est son troisième jeu. Il a fait ce Home, Alone With You, et là, c'est son troisième, Worse Than Death. C'est des jeux aventure, horreur, quand même assez simple au niveau du gameplay. Tu avances en 2D, puis c'est plus narratif et des petits puzzles à compléter, mais c'est ça que j'ai joué cette semaine, puis je vais sûrement faire la critique bientôt sur RDS Jeux vidéo. Cool. Alban, toi, tu as joué à quoi cette semaine? Alors moi je joue toujours à beaucoup de choses entre deux parties de Rainbow Six et de Smash. J'ai testé un petit peu évidemment tous les différents auto-chess pour me faire une opinion là-dessus, vu la folie qui s'est emparée de ce mode de jeu-là. J'ai réussi à finir dans mon backlog Shadow of the Colossus, le remaster qui traînait nice. depuis longtemps dans ma bibliothèque PlayStation 4, que j'avais beaucoup aimé The Last Guardian déjà. Puis ça a été vraiment un plaisir. Et là, j'essaye de me souvenir des contrôles de Assassin's Creed Odyssey pour embarquer sur les DLC. Mais c'est pas évident de se remettre à un jeu après avoir coupé pendant 6 mois. Surtout les gros RPG. Maintenant, Ouais. j'ai essayé de revenir dans Mass Effect Andromeda. Puis là, j'étais dans une espèce de tombeau, puis je trouvais plus quoi faire, puis j'ai abandonné. Ah, et puis j'oubliais aussi Cadence of Hyrule, l'extraordinaire Ouais. jeu qui est une déclaration d'amour à la franchise Zelda que j'ai vraiment adoré. Je galère encore sur les derniers donjons là, mais c'est vraiment un plaisir incroyable de jouer à ça quand t'es un fan de Zelda. Mhm. Parlant de backlog, justement, moi, j'étais en train de faire le premier Uncharted. J'avais jamais joué à aucun Uncharted. Puis là, j'ai comme regardé ma librairie, ma grande librairie de jeux PlayStation digitale que j'ai jamais touché. Puis là, j'étais comme, je pense que je vais downloader l'Uncharted Collection, puis je vais me mettre là-dessus. Puis là, je suis rendu au bout du jeu vers la fin, où est-ce qu'il y a comme une twist un peu horreur surnaturelle que je m'attendais pas du tout, en fait. Puis ça m'a vraiment surpris. Je pensais qu'on était dans un univers plus réaliste, puis finalement,
Non, Non. les Uncharted, ils gardent ça borderline Indiana Jones et réaliste. Ouais, là. c'est C'est- ça. Il y a toujours, même si tu penses que c'est une twist surréaliste, ça revient Il y a à la des- Scooby-Doo un peu. il y a des nazis. Il y a des Il y a une nazis raison aussi. naturelle. Donc, on voit vraiment l'inspiration Indiana Jones. Avant de sauter dans notre sujet principal aujourd'hui, qui est l'auto-chess et Harry Potter, Wizards United. Wizards Unite ou Unite? Unite. Wizards Unite, ouais. OK. On va faire un petit tour de l'actualité générale et ensuite Alban va nous faire un petit tour de l'actualité e-sports. Ça fait que, on commence avec, il y a des nouveaux costumes pour Spider-Man sur PS4, Marvel Spider-Man, qui sont inspirés du nouveau film de Spider-Man qui vient de sortir, Far From Home. Donc, encore du contenu qui sort pour ce jeu et c'est du contenu gratuit. Donc, si vous cherchez une raison de retourner à New York, à ce New York en fait, voilà une bonne raison. Allez télécharger les nouveaux costumes. Netflix a finalement dévoilé des nouvelles images de la télésérie The Witcher avec Henry Cavill, Superman dans le rôle du Witcher, au fond. Le Witcher, de j'imagine, Geralt, c'est Geralt, c'est ça, Ouais. c'est ça, c'est Geralt. Ça a l'air quand même bien comparé à la première image qu'on avait vue, le test studio, qui des fois, c'est pas la même chose de voir un test studio puis de voir après ça vraiment des images qui ont été travaillées vraiment sur le tournage et en post-production. Donc, ça a l'air quand même bien. Il paraît que c'est plus basé peut-être sur les livres que sur le jeu en tant que tel. Le jeu, à sa défense, est énormément basé sur les livres. Là. Ouais, Comme quand tu joues du premier au deuxième, là, c'est le livre tout craché. OK. Encore là, c'est une franchise que j'ai pas encore pris le temps de découvrir, mais j'ai bien hâte à la version Nintendo Switch de Witcher 3 pour finalement sauter dans cet univers. Je suis un grand fan de la série Elder Scrolls, donc j'imagine que je vais me retrouver un petit peu dans ce Si jamais tu veux t'aventurer dans du Witcher, je suggère souvent aux gens d'essayer le premier, parce que c'est fait sur l'Infinity Engine. Infinity Engine de BioWare, c'était comme un des rares jeux qui avait de l'air comme les Neverwinter Nights un peu, puis il avait utilisé l'engin que BioWare avait monté, qui était exceptionnel, puis il avait appliqué ça à The Witcher, puis personne ne connaissait The Witcher dans le temps. Moi, je connaissais pas The Witcher dans le temps. C'était juste un bon RPG. J'ai hâte de voir la série, moi. Puis, il y a un nouveau DLC pour Cuphead, Delicious Last Course, qui s'en vient, mais qui a été reporté à 2020. Probablement pour assurer, selon le développeur, pour assurer vraiment la qualité de ce DLC, mais surtout pour éviter une situation de crunch au studio, donc de garder vraiment un environnement de travail qui est une vivable. très bonne excuse, ça, maintenant. Mais oui. C'est plus till it's done, c'est pour laisser notre staff C'est se pour laisser le reposer. staff avoir une vie. Donc, Très bien joué. Non, mais c'est vrai. Ben, ça je me fait, doute ça pas fait que du c'est capital vrai, de mais- sympathie. Mais avoue que c'est une bonne ligne de communication là, si tu veux Absolument. annoncer un délai. En même temps, quand tu vois le temps qu'ils ont mis à développer le jeu, je crois qu'ils ont fait 4 ou 5 E3 facile. C'est normal que le DLC ça prenne du temps. Une télésérie qui s'en vient, qui a l'air très intéressante à propos de Doom, mais c'est pas une télésérie sur l'univers fictionnel de Doom, mais vraiment plus sur la création du jeu. C'est basé sur un livre de 2003 écrit par David Kushner, puis c'est à propos de, au fond, John Romero et James Carmack, qui ont cofondé id et qui sont ensuite devenus de Romero, il n'a pas fondé, me semble. Ben, c'est... Ben, en tout cas, Selon la description que j'ai lue, c'est vraiment les cofondateurs de id, ce serait John Romero et James Carmack. Et la série est en développement par Dave et James Franco. Donc, les frères Franco qui font tout le temps quand même des projets intéressants. cool, Je ouais. sais qu'il me semble que James Franco aussi est impliqué dans un film sur la guerre des consoles des c'est années devenu une 90. télésérie, ça. Ah, c'est devenu une télésérie. Ouais, puis c'est la maison de production de Seth Rogen. Ils ont sorti Ouais, Black c'est ça. Monday dernièrement, eux autres, qui Oui. est quand même très bon. Je suggère aux gens de le regarder. Donc, Mais, ça a l'air d'être une gang de geeks Mais ça serait qui un 90s. utilisent leur statut pour faire des projets quand même le fun. Tout à Austin, Austin, dans les années 90. Bon, Tu peux pas en demander plus. ça a l'air quand même très intéressant. Shenmue 3, qui s'en vient toujours. C'était un Kickstarter. Et là, au fond, ce qui arrive, c'est que la version PC devient exclusive sur le Epic Game Store. Puis ça veut dire que, au fond, tous ceux qui ont backé
le jeu pour la version PC Steam, ils n'auront pas accès à la copie Steam au lancement parce qu'il va l'exclusivité, je pense qu'elle est temporaire, mais je pense que ça va prendre, je pense que c'est comme au moins 1 an d'exclusivité. Donc là, ce qui se passe, c'est que Epic va rembourser les backers du Kickstarter qui voulaient la version Steam, ils vont les rembourser ce qu'ils avaient mis dans le Kickstarter pour pas que ces gens-là soient pour finalement respecter les conditions du Kickstarter. Ça aurait été drôle, un code Epic, non? Un code du jeu sur le Epic Store qui donne une copie, mais sur le Epic Store. Il aurait pu faire ça aussi, mais je pense que là, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont être remboursés. Puis j'imagine qu'ils vont être invités à aller acheter le jeu sur le Epic Game Store. Bref, c'est quand même une drôle de situation, mais au moins, le problème il y a comme une solution au problème en amont plutôt que le jour que ça sort puis que les gens ne soient pas contents puis que finalement ça tue un peu le jeu au lancement. Mais disons que ça rajoute un épisode à la saga Shenmue. Déjà, de base, un Kickstarter sur le stage de Sony, c'était un peu limite, d'aller demander de l'argent aux gens quand tu as Sony derrière. Les premiers retours des journalistes de ce qu'ils ont vu de Shenmue, c'est absolument catastrophique. Puis alors là, avec cette histoire d'exclusivité, ça rajoute encore vraiment de la mauvaise pub à ce jeu-là, quoi. Ouais. Mais là, on comprend pourquoi que les studios restaient loin du projet un peu aussi. J'ai essayé le premier Shenmue pour la première fois quand même récemment. Il y a comme un remaster sur Xbox. Et ça a vraiment mal vieilli, le gameplay de Shenmue. Ça fait que j'espère que Shenmue 3 est arrivé au 21e siècle. Non, mais c'est certainement pas ça qui est arrivé. Hein, c'est ça que tu le vois. Là. Puis pour vivre Shenmue, je dirais même à la limite Shenmue 2, il aurait fallu que tu le joues à sa sortie pour vraiment vivre qu'est-ce qui était hot, parce que ce jeu-là, il n'a juste pas bien vieilli à mon livre. Pour moi. J'ai commencé à jouer, puis là, je me suis tanné, puis je me suis dit, je vais regarder un walkthrough. Puis finalement, je me suis mis à skipper dans le walkthrough parce que même regarder le walkthrough, c'était pénible. Mais c'était ambitieux. L'ambition était là, tu le vois. Là. Mais bon, on va suivre ce qui va arriver avec Shenmue 3. Microsoft annonce mystérieusement le retour de Windows 1.0. Donc, ce que la plupart des rumeurs disent, c'est que c'est probablement juste un skin à saveur rétro pour Windows 10. Donc, Windows 10, mais dans un environnement avec le look de Windows 1.0. J'imagine avec les résolutions d'aujourd'hui, sinon les... Il y a des rumeurs aussi que ce soit une campagne pour peut-être Stranger Things 3. Ça se peut que Stranger Things, il y ait du Windows. Ouais. Ça manque de Stephen Ballmer, là, mais ça peut-être, on va voir. On verra. Mais ça serait intéressant s'ils décident de retourner à la base juste pour qu'ils officialisent le Windows as a Service, là, qui est inévitable un peu. Hein. On verra bien qu'est-ce qu'ils font. Je pense pas qu'ils vont faire. Tu vois-tu est-ce que vous voyez la place pour un Windows 11 ou c'est quoi qui. Tu sais, c'est. Ben écoute, moi je sais dans mon milieu professionnel, on est confronté à chaque fois aux nouvelles versions de Windows parce que comme Microsoft coupe le support sur les anciens OS, par exemple il y a de ça quelques années, on a été obligé d'upgrader toutes les machines qui étaient sous XP à Windows 7. Maintenant c'est la même chose, on doit upgrader de 7 à Windows 10 parce que 7 va bientôt sortir du support. C'est un peu, je trouve, la même réflexion qu'on se fait avec EA, avec le cas de FIFA. Pourquoi ça ne devient pas un jeu as a service? Ce serait plus simple pour tout le monde. Oui, mais ça ferait beaucoup moins d'argent, tout simplement. Les licences Windows, elles ne sont pas données. Même aux entreprises. Microsoft s'est assoupli de plus en plus à ce niveau-là, notamment quand Windows 10 est arrivé. Ceux qui avaient une clé valide de 7 pouvaient pendant 6 mois obtenir Windows 10 gratuitement. Donc ils se sont assouplis de ce côté-là parce que c'est dans l'air du temps, effectivement, d'avoir plutôt un service plus qu'autre chose. Mais moi, à moins qu'ils remplacent ça par un abonnement, comme l'a fait un peu Adobe avec Acrobat, ou Office. Je les vois pas nécessairement, je vois pas l'intérêt qu'ils auraient à passer sur un mode as a service, surtout que
On ne parle pas d'un petit point executance, on parle de ton système d'exploitation. C'est des mises à jour majeures quand même s'ils ont été capables techniquement de faire une mise à jour de 7 à 10 qui prenait du temps, mais ça passait. S'ils font vraiment des grosses refontes de tout le kernel, tout le cœur du système, ça veut dire vraiment une installation complète à refaire. Enfin, je vois pas l'intérêt financier qu'aurait Microsoft à faire ça. Mais le 1.0 serait cool, avec le skin. Des belles fenêtres grises. Oui. Donc, comme on sait, aux États-Unis, Trump considère taxer les consoles importées de Chine de 25%. Donc, c'est quelque chose qui a fait beaucoup réagir. Ça a été repoussé, par contre, officiellement. Oui, là, mais en fait, c'est ça. Mais la question qu'on se posait, c'est, quand j'ai partagé l'article sur nos réseaux, la question qu'on se posait, c'est est-ce que ça peut nous affecter ici au Canada? Ça, c'est pas encore clair, en fait. Puis notre collègue Alexis a pris le temps de contacter, je sais pas si c'est le gouvernement québécois ou canadien, mais il a contacté le ministère qui s'occuperait de ça. Puis la réponse qu'on a eue, c'est que l'administration de Trump n'est pas encore allé de l'avant avec. C'est pas encore sûr si ça va être allé de l'avant. Et il n'y a pas encore assez d'informations pour savoir si ça peut nous affecter au Canada. Ouais. Donc, j'imagine que ça peut nous affecter dans la mesure où peut-être que ça peut en avoir un impact sur le marché. Peut-être les constructeurs vont augmenter leur prix ou quelque chose, puis ça peut avoir un effet domino. Peut-être aussi que le gouvernement canadien aurait des pressions pour s'aligner aussi, parce que la faille serait évidente à ce moment-là de passer par le Canada. Ouais. Est-ce que les supply chains passent par les États-Unis avant d'arriver au Canada aussi? Et à ce moment-là, tu passes les douanes et tu te manges la taxe. Donc oui, il y a beaucoup de questions autour de ça. Je pense que les gens préfèrent ne pas y penser pour l'instant. Et... S'il y a une chose que j'ai aimée de cette nouvelle-là, c'est le beau papier signé par Sony, Microsoft et Nintendo ensemble contre quelque chose. C'était bien de voir une union pour ça, mais aussi, je pense qu'on est en train de regarder The Art of the Deal de Donald Trump en live. Là. Il est en train de négocier, puis il fait des menaces, puis il retire. Après le G20, ils ont retiré cette menace-là. C'était supposé être au mois de juin, c'est pas arrivé. C'est juste, on est dans le milieu d'un mot de tête d'échange. C'est quand les prochaines élections déjà? Ouais, puis le pire, c'est que ça regarde pas bien non plus. Là. Ouais. Mais c'est pas mauvais podcast. Pendant ce temps-là, Google, ils peuvent dire, nous autres, on n'offre pas de console. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que c'est pas mal, ça fait le tour. Je pense qu'il y avait une autre actualité que tu voulais parler. Ah, ben pas vraiment. Il y avait l'actualité du PUBG. Là. Il y avait le gars de Sledgehammer. Là, le nom il m'échappe, mais je t'avais juste glissé l'idée que PUBG vise à faire un jeu single player en ce moment pour mettre du PUBG Universe stuff. Okay. Mais j'aimais le terme PUBG Universe. Fait que j'ai déjà hâte au PUBG Auto Chess. PUBG a quand même beaucoup, je pense, baissé depuis... Non. Pour nous, peut-être, mais c'est énorme, ça. Non, mobile, mais puis hors de l'Amérique ça reste du Nord, énorme, là. mais comparé à, mettons, un Fortnite qui est vraiment dans l'esprit en Amérique du Nord, si on veut. Là, c'est vraiment partout, alors que PUBG, je pense que ça reste plus dans les cercles, plus de gamers encore. Ça fait pas mal le tour des actualités générales, donc je passe la balle à mon collègue Alban pour les actualités e-sport. Ben oui, je voulais vous faire un petit peu le point sur la situation. En fait, c'est un peu un hasard, mais ça va être les jeux de Valve. Je vais vous parler de CS et de Dota 2 dans un premier temps. Pour tout ce qui est de l'actualité d'Overwatch et de League of Legends, je vous invite à lire les très bonnes chroniques de Fred Nollet pour League of Legends en tout cas. Moi, c'est pas du tout ma spécialité. Comme j'ai pas trop eu le temps malheureusement de couvrir les derniers résultats sur CS et Dota, je profite du podcast pour le faire. On va commencer par la situation sur CSGO. On sort d'une ère assez incroyable de domination des Danois d'Astralis qui ont vraiment surpassé de la tête et des épaules absolument tous leurs adversaires pendant des mois et des mois. On parle d'un trust de la première place du classement HLTV qui est un des sites de référence qui établit un classement en fonction des résultats. Ils sont restés premiers pendant plus de 400 jours. Ils ont cumulé plus de 5,5 millions de gains sur tous leurs tournois.
Ils ont remporté 2 majors successifs, ce que seulement 2 autres équipes avaient réussi à faire. Ils ont aussi la statistique ahurissante de 37 victoires sur la même carte, Nuke, qui était vraiment leur terrain de jeu. Pas Nintendo. Donc bref, une domination incroyable des Danois. Et puis, ils ont décidé de se reposer un peu et de participer à beaucoup moins de tournois. Les seuls tournois auxquels ils ont participé pendant une certaine période ont été, et c'est ce qui a déclenché une certaine polémique, les Blast Pro Series, qui est une série de tournois organisés par l'organisation Refresh, qui est une organisation danoise aussi, et qui a des parts dans Astralis. Donc on voit un léger conflit d'intérêts par là. Refresh d'ailleurs avant possédait une autre équipe héroïque, mais là c'était un conflit d'intérêts ouvert, d'avoir des intérêts dans plusieurs équipes. Valve avait fait des communiqués pour demander aux organisations de se débarrasser de ce genre de conflit-là, ce qu'a fait Refresh, mais il garde des intérêts dans Blast Pro. Blast Pro est surtout critiqué par son format, qui est beaucoup plus pour le spectacle, soi-disant, que pour le compétitif. Ils veulent faire quelque chose de différent, mais ils sacrifient un peu l'équité compétitive, j'ai envie de dire, avec des rencontres en format ce qu'on appelle Best of One, alors qu'on a plutôt tendance à jouer ça en BO3 pour les matchs importants sur Counter-Strike. Leur format, c'est que des BO1, et seulement on prend les 2 meilleurs à l'issue du round robin en BO1, et on fait une finale. Ils rajoutent des show matchs autour de ça, des épreuves de 1 contre 1 par exemple, ce genre de choses. Vraiment tenter de faire le show, tenter de faire quelque chose de différent. Donc c'est ces événements auxquels sont allés Astralis, ils ont fait plutôt des mauvaises prestations. Et surtout, lors des derniers tournois, ils se sont inclinés, ce qui a clairement mis fin à leur ère. Mais ce qui a vraiment marqué la communauté, c'est que leur ère de domination a été non pas terminée par une autre équipe qui a été meilleure, mais par eux-mêmes qui ont décidé de prendre un break sur le planning. Alors au dernier tournoi, ils ont quand même relevé un peu la tête. Ils ont perdu seulement 2-1 contre Team Liquid, qui sont maintenant considérés les meilleurs, les Nord-Américains qui ont remporté les dernières finales de Pro League en France, à Montpellier. Et donc là, on s'en va pour cette fin de semaine à l'ESL Cologne. Astralis est pour le moment en bonne passe. Ils ont remporté tous leurs matchs. Team Liquid également. Si ça continue comme ça, ils devraient se retrouver normalement en finale pour la revanche, pour peut-être voir Astralis reprendre de sa superbe. Mais on a traversé une période très particulière sur la scène CSGO. Du côté de Dota 2 maintenant. Alors sur Dota 2, l'organisation de la scène est structurée assez différemment. Là où ici Valve en fait a mis un peu plus de règles. Il y a donc le DPC, le Dota 2 Pro Circuit, où à chaque tournoi Major et Minor, des points sont attribués. Et à la fin de ce circuit-là, qui est survenu à la fin du dernier tournoi Epicenter, remporté par les Chinois de Vinci Gaming, je crois bien, on fait un classement par points, on prend les 12 premiers. Donc on a déjà les 12 premières équipes qualifiées pour le TI, et maintenant on s'en va vers les affrontements qui sont terribles, qui sont les qualifiers. Il y a une seule place par région disponible. Du côté du prize pool, donc on se souvient que le TI évidemment, qui a ce système de crowdfunding presque, où en fait un Battle Pass est vendu dans le jeu qui va vous apporter énormément de contenu, des systèmes de quêtes, de récompenses journalières, quotidiennes, et vous avez un niveau à faire monter. Vous pouvez acheter des niveaux, et à chaque fois 25% sont reversés dans le prize pool du TI. C'est cool ça. Hein. Et on a passé les 25 millions de dollars, sachant qu'il reste encore, je crois, une 50aine de jours avant le tournoi. Donc on s'en va encore vers un tournoi absolument titanesque. On le rappelle, l'an dernier, il avait été remporté après une histoire incroyable par les Européens de OG, qu'on voyait finir dernier du tournoi avant qu'il ne commence. Ils avaient fait revenir, ils avaient dû faire jouer leur coach, qui était un ancien joueur pro, qui a donc, quand ils n'arrivaient pas à trouver la bonne formule, ils ont fait jouer leur coach, et puis il a réussi à les mener jusqu'au bout. Petite anecdote rigolote, au dernier Epicenter, l'un de leurs joueurs, le capitaine No Tail, était malade.
Et ils ont encore fait jouer leur coach ici. Et puis ils ont fait des résultats plutôt satisfaisants. Ils ont notamment battu Team Secret et EG, qui sont deux très très bonnes équipes, avec leur coach sur le terrain qui devait avoir une sacrée pression parce que leur qualification était aussi en jeu. S'ils ne faisaient pas un bon résultat, ils n'étaient pas dans les 12 premiers, ils devaient passer par le qualifiers. Et puis alors là, c'est du dogfight là-dedans. Donc des résultats assez intéressants du côté de Dota 2. Et puis on attend évidemment le TI qui pour la première fois cette année sera en Chine. Et qui donc va proposer probablement un price pool qui devrait avoisiner, je pense. Il reste encore le release de l'Immortal Treasure 3 qui est du nouveau contenu qui est rajouté, et à chaque fois qu'ils font ça, il y a un petit bump dans la courbe du price pool. À mon avis, on devrait s'approcher des 30 millions pour cette année. Quand même. Enfin, du côté des jeux de combat, on va parler vite fait des résultats du CEO, qui signifie Community Effort for Orlando, donc un grand tournoi de jeux de combat qui a pour particularité sa salle en fait. Ça a lieu dans une salle de boxe et les joueurs s'affrontent sur un ring, ce qui est assez à propos pour des jeux de combat. D'ailleurs, il y a eu des affrontations réelles. Des affrontements, oui. Il y a eu des petits événements, des petites échauffourées cette année, malheureusement. C'est un petit peu dommage. Ouais. Avec des personnes un peu trop ivres ou un petit peu trop énervées à travers des affrontements issus de réseaux sociaux. Mais rien de très, très grave, honnêtement. Rien au niveau de Madden en Floride, genre. Non, évidemment non. Pas... Là, on est dans une toute autre catégorie. Le CEO, notamment sur Mortal Kombat 11, a été remporté par Sonic Fox, l'incroyable joueur qui surpassait la scène de Dragon Ball FighterZ l'an dernier. Et puis là, il s'est mis à Mortal Kombat. Il est revenu du loser bracket. Il a remporté la finale. Du côté de Smash, on a une domination en ce moment depuis la release de Joker, le personnage DLC issu de Persona 5. MKLeo, le Mexicain, il lui a fallu à peu près un petit mois pour prendre en main le personnage, et puis alors maintenant il domine absolument tout le monde. En finale, il a gagné 3-1. La plupart de ses autres sets précédents, il les a gagnés 2 ou 3-0. On avait un bon résultat côté canadien avec Alai qui a fini 3e avec son Snake. Mais là, malheureusement, on va passer dans une catégorie de nouvelles qui ne fait pas forcément plaisir. Il y a eu des allégations récemment sur les réseaux sociaux concernant Alai, comme quoi il aurait eu une relation avec un autre joueur, Captain Zack, un joueur de la Louisiane, qui est mineur, qui a maintenant 17 ans. On aurait eu 16 à l'époque des événements. C'est un autre joueur qui a déclaré ça sur Twitter. Ça avait été nié par Captain Zack à l'époque. Et puis, durant le tournoi, Captain Zack a posté une photo de lui-même avec une note disant que Temim was telling the truth, si je me souviens bien. Donc, confirmant finalement les propos sur ces événements-là. Il a instantanément supprimé le tweet, et ainsi que son compte. Je crois qu'il a carrément vidé son compte Twitter. Ah là, il y en a 27, oui, effectivement, j'ai pas précisé ça. Suite à ça, Alai a posté ce matin même, donc ce matin jeudi, comme quoi il confirmait avoir he dated Captain Zack. Je reprends les termes exacts parce que il peut y avoir beaucoup de choses derrière une relation. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas de détails là-dessus. En tout cas, il a confirmé ça, présenter ses excuses et décider de se retirer, de prendre sa retraite de la compétition de Smash. Alors évidemment, c'est une nouvelle assez terrible parce que c'était un fier représentant canadien et québécois. Il est issu de Montréal, il a eu des très bons résultats, il avait remporté un grand Evo. Mais c'est un fait dont il ne se remettra pas. On ne sait pas ce qui va se passer d'un point de vue légal aussi. Au niveau des législations, l'âge de consentement, c'est à savoir si qu'on déroulé observer celui qui est en Louisiane, donc le pays de Captain Zack, ou au Canada, ou là où se seraient déroulés les faits, tant qu'il n'y a pas de plainte non plus. Qu'est-ce qui peut se passer? Alai avait également été sous le feu de précédents événements aussi, des allégations aussi de harcèlement, de pression psychologique importante avec son ancienne compagne et manager à l'époque, et gérait ses réseaux sociaux.
qui avait monté un dossier sur lui. Alay l'évoque également dans son tweet, dit que devant un juge, ce qui a été décidé, c'est qu'il ne devait plus s'adresser la parole. Mais il n'y a pas vraiment eu de suite à ça. Donc voilà, c'est un événement assez terrible. Ça déçoit évidemment beaucoup de monde dans la communauté Smash. Alay était toujours vu comme quelqu'un de très aimable. J'ai fait plusieurs entrevues avec lui qui sont d'ailleurs que j'ai faites pour RDS. C'était quelqu'un de toujours très agréable, mais malheureusement cette faute-là, on n'a pas plus de détails. C'est dur à dire jusqu'où ils sont allés. Il confirme qu'il n'a jamais fait de mal à Captain Zack. Reste que moralement, évidemment, c'est assez répréhensible. À voir si, d'un point de vue législatif, d'un point de vue pénal, ça l'est aussi. Je ne suis pas du tout un expert, donc je ne vais vraiment pas m'avancer sur ce domaine-là. Je regarde juste la compétition. Alay donc prend sa retraite et c'est un des porte-étendards du Canada qui part malheureusement dans un terrible événement. Le pouvoir corrompt. Possible. Mais sinon, on espère que peut-être que la lumière puisse être faite sur ces événements et si il y a faute, et bien que les victimes puissent être réparées si effectivement il y a des victimes. Donc, c'est ça, tout ça, c'est important de dire toutes des allégations. Il n'y a rien d'officiel à part, comme il a mentionné, le fait qu'il y a eu une entente avec un juge qui finalement il devait simplement pas se contacter. C'est sûr que toutes ces choses-là, il y a la loi, mais c'est des choses qui peuvent aussi... le contexte peut être pris en compte et le juge peut prendre le contexte en compte et surtout quand on parle avec des gens qui sont quand même assez jeunes. Moi, j'espère surtout que Captain Zack pourra s'en remettre et lui continuer son parcours. C'était quand même un très bon joueur. S'il a été décrié du temps où il jouait Bayonetta à cause de toutes ces histoires autour de la puissance de ce personnage sur Smash 4. Mais oui, j'espère qu'il n'y aura pas de conséquences, parce que comme on l'a dit, l'important c'est aussi les victimes, et surtout qu'il ne subira pas de harcèlement de la part de la communauté et absolument. Des fans d'Alay qui pourraient potentiellement se venger. Il y a eu, alors c'est drôle parce que c'est drôle, c'est pas le bon terme, mais c'est encore lié à Alay malheureusement. Lors d'un tournoi amical, alors je me rappelle plus dans quel endroit, il avait été battu en quart de finale, un weekly en fait, un petit tournoi. Il avait été battu par une jeune fille de 16 ans, 15 ou 16 ans je crois, qui jouait en plus un personnage réputé pas très très fort, qui est Isabelle d'Animal Crossing. Et de manière assez étrange et absolument abjecte, cette jeune fille-là a commencé à se faire vraiment harceler et insulter sur les réseaux sociaux à cause de ça. Est-ce que la crème de la crème qui parle souvent sur l'Internet? C'est terrible, hein? C'est terrible cette minorité vocale qui pourrit l'ambiance. Enfin voilà, évidemment, moi j'enjonce tous les gens à ne pas aller harceler, que ce soit un parti ou l'autre, honnêtement, ces personnes-là maintenant sont adultes ou presque et elles vont certainement être prises en charge et les affaires vont se résoudre sans qu'on ait besoin d'aller en rajouter une couche. Oui, c'est vraiment pas la chose à faire en fait d'aller sur Internet et faire le guerrier du clavier. Sois pas cette personne-là. Donc, je pense que ça fait le tour pour les actualités e-sport. On va donner un petit break à Alban qui va nous parler d'Auto Chess, mais avant ça, Eric, Harry Potter, Wizards Unite, c'est-tu le fun, cette affaire-là? Ben, d'un, je suis fan de Harry Potter. Fait que ça change bien les affaires. Étant un fan de Harry Potter, j'ai jamais lu de livre. Ma femme, elle a lu tous les livres, mais elle m'a embarqué dans la folie des films. Puis j'adore la série de films de Harry Potter. On est allé à Universal Studios ce janvier, principalement pour aller au Wizarding World. On en retourne dans les années à venir, c'est déjà planifié. Puis j'adore l'univers. Fait que, ceci étant dit, biased, 100% biased. Mais ouais, c'est Pokémon Go à la saveur Harry Potter. Il y a une couple de petits changements. Puis je fais des comparaisons plus avec Pokémon Go parce que je trouve que c'est la meilleure exemple. C'est Niantic aussi qui développe. C'est 100% Niantic. Puis dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un genre de catastrophe qui fait qu'il y a plein de problèmes partout.
Puis nous, on est engagé soit d'aller attraper des animaux pour Hagrid, on est soit supposé d'aller attaquer des mange-morts, comme on a toutes des affaires à faire, tout en marchant alentour, ramasser des ingrédients pour faire des potions. Ces potions-là te donnent des boosts pour faire plus d'XP, etc. Le combat, quand tu fais des activités, c'est souvent sur les sorts. Moi, je m'amuse avec ça. Chaque sort, ça a l'air de rien, mais ils sont assez tough à réussir à 100% des fois. Puis je m'amuse bien là-dedans. Moi, j'ai pas réussi une seule fois. Hein. Ouais, l'avoir parfaitement, ouais, c'est difficile un peu, mais tu peux prendre des potions pour que ça l'aide, là, et tout ça. Mais c'est juste super le fun. Je voulais pas en parler pour des heures. Il n'y a pas grand-chose à dire à part que c'est un très bon Pokémon Go à la saveur Harry Potter. Les événements, en ce moment, il y a un gros événement spécial où tout le monde double l'expérience, etc. Aller pour les forteresses, c'est le fun. Je sais pas comment... Je m'en rappelle pas, c'est des gyms dans Pokémon Go, je pense, où ce que tu peux aller en équipe faire des raids. Ouais. Mais les forteresses, je pense que c'est l'équivalent de les gyms, c'est des forteresses maintenant. C'est-tu les mêmes points de Oui. sur la Ben, carte? c'est en datant. Ce qui est un gym dans Pokémon Go, c'est un... Non, Ben, en fait, ça a commencé bien avant ça avec Ingress. Ingress. Ouais, oui, avec Ingress. Mais je pense qu'ils ont essayé d'adresser un petit peu ce problème-là dans Harry Potter. J'ai pas fait le comparatif moi-même, mais je pense avoir lu de comme quoi ils essayaient. Le gros problème, évidemment, c'était ceux qui étaient à la campagne, qui malheureusement avaient très peu de points d'intérêt. Ils ne pouvaient quasiment pas jouer, ils n'avaient pas de contenu autour d'eux. Donc je crois qu'ils ont tenté d'adresser. Il y a quand même beaucoup plus de choses sur la carte en fait. Ben, il y a bien des affaires. Pokémon la carte Go. est belle. Puis... Dès que vous promenez, il peut y avoir les fameux retrouvables en français qui peuvent spawner un petit peu partout sur la carte et pas uniquement au point d'intérêt. C'était aussi le cas des Pokémon. Ouais. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus de choses sur la carte pour contenter tout le monde. Moi, j'ai un petit peu joué aussi la première semaine. Personnellement, j'ai été un peu gêné aux entournures par les mécaniques free-to-play. T'es très vite, tes sacs sont pleins. L'inventaire, voilà, tu te retrouves effectivement à l'étroit très rapidement. Normalement, les ingrédients, donc, comme tu as dit, c'est pour faire les potions, mais les potions, ça met du temps. Et puis, si tu veux rajouter des slots, évidemment, il faut passer à la caisse. Mais c'est plus surtout au niveau de l'énergie magique qui ne remonte pas toute seule. Et tu dois les pogner. Faut que tu ailles les chercher dans des auberges. C'est les tavernes. Ouais. Et je le joue en anglais en passant. Moi du coup, il s'est mis en L'énergie, c'est-tu un peu l'équivalent des Pokéballs On pourrait voir ça comme ça parce qu'elle est consommée à chaque fois que tu lances un sort en fait. Et moi j'étais assez frustré par ça parce que moi j'y jouais juste dans mes temps de trajet entre le travail et la maison et j'avais pas tant d'auberges que ça. L'autre problème, c'est un problème technique aussi qui est le tracking GPS. Qui suit très mal mes mouvements. Il va se refresh par à coup en fait. Donc des fois je vais dépasser un point, donc notamment des auberges, je vais passer au-delà, donc je vais toujours être trop loin. Il met beaucoup de temps à se rafraîchir. J'ai essayé alors je sais qu'il y a des paramétrages de ça normalement qui peuvent aider, mais j'ai pas vraiment réussi à les résoudre. J'ai beaucoup d'objets qui vont apparaître d'un coup, ce qui me fait penser à des lag serveurs. On se rappelle que Pokémon Go, ça a été un carnage au lancement de ce côté-là. Ils avaient eu beaucoup de problèmes à gérer leur infrastructure. Je ne sais pas si c'est encore le cas ici. Il faudrait que je réessaye. Ça fait quelques jours que j'ai pas joué, voir si ça s'est amélioré ou si c'est un problème de mon téléphone peut-être aussi. Ouais, moi, quand j'avais plus d'énergie, comme toi, j'étais un peu gossé que j'avais pas d'énergie, mais j'avais compris les tavernes et tout. Je suis dans Hochelaga Maisonneuve, fait que ça m'a obligé un petit peu de sortir pour aller pogner. En Ontario, il y a plein d'auberges. Il y a plein d'auberges partout, puis j'étais allé manger, puis j'ai monté mon énergie. Mais une fonction, je sais pas si c'est de même, comment est-ce que le AR était dans Pokémon Go, j'ai oublié, je me souviens que tu voyais le Pokémon, c'était à peu près tout, mais le AR dans Harry Potter, il est quand même assez impressionnant. Quand tu as un Findables qui apparaît, puis il est placé dans le monde AR, tu peux carrément marcher partout alentour, tu le vois, tu peux l'examiner, c'est vraiment spécial, puis tu vas voir ta pointe pour aller te replacer pour faire le sort. Et tu as les port keys. Je ne sais pas si tu as eu la chance de faire un port key encore, mais les port keys m'ont vraiment impressionné aussi, où ce que tu places un portail, puis c'est très simple, c'est juste une affaire. C'est l'équivalent des œufs dans Pokémon, où ce que tu marches, puis éventuellement tu peux les débloquer avec une clé. Mais quand tu vois le portail, ben, tu rentres dans le portail, puis une fois que tu es dans le portail, ça détecte vraiment ton 4-5 pieds alentour de toi, si pas plus. Puis tu es dans une salle que tu peux marcher dedans puis examiner les affaires. Comme ça, je trouvais ça spécial. Ma femme est une fan de Star Trek, de Harry Potter.
Puis quand tu rentres dans une salle spéciale, puis c'est comme tu es dans la maison de Hagrid, par exemple, ben tu es en train de te promener, là, puis tu peux vraiment les regarder dans les comptoirs. Moi, je trouvais ça vraiment fascinant. Mais j'avais de l'air très weird. J'étais au parc Émilie Gamelin, il y a du monde qui me regardait. Mais c'est quand même le fun. Tant plus weird que les autres gens qui se Ouais, traînent au parc je réalise que c'est plus en plus accepté, ça. Là. C'est quand même plus en plus accepté. C'est pas l'endroit le plus normal, si on veut. Mais c'est un bon petit jeu, puis j'ai très hâte. En plus, je m'en vais à Londres au mois d'octobre. Fait que j'ai pour but de jouer à Harry Potter Wizards Unite c'est agréable à Londres. aussi de retrouver les musiques de la saga Harry Potter. C'est très très cool. C'est vraiment bien, ouais. Même si, bon, mobile, on n'a pas toujours l'occasion d'écouter ça avec le son quand on joue sur son cell. Mais quand on peut le faire, c'est très chouette aussi pour l'immersion. Ouais. Mais c'est le fun, mais le free-to-play, tu as raison, la fois 1000. Là, j'ai dépensé $6 starter, juste comme que je fais. Ça me dérange pas de mettre $6 dans un jeu qui me brûle d'une dizaine d'heures facile à date. Mais même là, je pensais que c'était pour débloquer mon inventaire assez bien. Puis non, ça m'a juste monté de 5 slots. Puis j'étais déjà en train 5 sur 200, je crois. Ouais. puis c'est pour aller gaspiller des affaires, c'est difficile. Puis anyway, de toute façon, c'est un bon petit jeu. Ils vont l'améliorer, on verra bien. Au pire, ça va faire une faillite complète. Puis on va passer à d'autres choses. Moi, personnellement, Pokémon Go, autant que c'est le fun, je trouve que c'est une déception au niveau de la présentation, de la quantité de contenu. Il me semble que tu fais un jeu Pokémon, puis finalement, ta carte a l'air de Google Maps. Là, ils sortent un autre jeu, tandis que il me semble qu'ils pourraient mettre du temps à rendre Pokémon Go un peu plus Nintendo-esque. Je peux juste imaginer les emails de Niantic à Nintendo qui sont comme, faudrait qu'on change ça, puis Nintendo qui regarde l'argent qui rentre, puis regarde tout, c'est comme, ben non, tout fonctionne, me semble. Rien ici, là. Bref, la folie du auto-chess. Alban, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est Alors, que le auto-chess? Pour ceux qui auraient raté la vague auto-chess, on va revenir il y a très longtemps, en janvier 2019, imaginez, c'est à l'aube des temps. Je pensais que tu allais me dire on revient à Warcraft 3. Eh bien non, je vais pas aller si loin. On pourrait toucher. C'était un immense sarcasme, évidemment. Okay. Janvier 2019, Drodo, un petit studio, développe sur l'arcade de Dota 2 leur propre petit jeu. Donc c'est le but des plateformes arcade, un petit peu comme les jeux de Blizzard qui proposent ça aussi. Sur Dota 2, je crois que c'est il y a de ça 2 ans, ils ont ouvert ça à tous avec des outils pour développer ses propres modes de jeu comme les fameux Tower Defense. Et puis on se rappelle que c'est comme ça que Dota est né, dans un mode de Warcraft 3 qui s'appelle donc Dota 2 Auto Chess. Et là, ça explose soudainement. On arrive à des pics incroyables en nombre de joueurs. Est-ce qu'il y a... Ils disent autant de monde qui ont joué à Dota dans les derniers 6 mois, qui ont joué dans les derniers 4 ans, ou quelque chose comme ça, à cause, en tout cas. Et ce qui a carrément créé l'émergence d'un nouveau genre de jeu qu'on appelle maintenant les auto-battlers. Alors je sais pas quelle traduction... Ah, c'est le auto-battler? Ouais, voilà, ça a l'air d'être à peu près officiel maintenant. À voir comment l'OQLF va être capable de traduire ça. Les combatteurs automatiques, je sais pas. Car dans la foulée, eh bien, il y a eu, on va faire l'inventaire, il y a eu Riot qui a sorti un mode de jeu qui s'appelle Teamfight Tactics, qui se base donc sur les champions de League of Legends. Et on a surtout Valve qui a tenté de faire comme ils ont toujours fait historiquement, c'est-à-dire ils ont fait venir les développeurs de Drodo, ils leur ont proposé de collaborer, de les embaucher littéralement pour sortir un stand-alone, un jeu à part entière. Drodo a poliment refusé. Et tout ça, ça a été déclaré dans un communiqué officiel de Valve. Ils ont décidé de continuer à se soutenir mutuellement et que chacun ferait son jeu dans son coin. Il y avait une passe dans le Ask Me Anything de Drodo de Reddit, j'avais trouvé bien, où il parlait de ça. Oui. Puis la réponse officielle que Drodo ils ont donnée, c'était qu'il était en vacances puis il pouvait pas venir. Ah ouais. C'est drôle. En tout cas, Valve... L'argent qui rentre, ouais, les autres, on est en vacances. Ouais. Avec Blue Dragon, ils prennent soin de nous. Là. Valve a déposé une marque Underlord qui est évidemment devenue
leur propre version d'AutoChess. Drodo, eux, ont déployé un jeu qui s'appelle tout simplement AutoChess sur mobile et qui devrait arriver bientôt sur PC. Alors c'est assez comique parce qu'il va arriver sur l'Epic Game Store. Avec Shenmue. Et on a tout récemment Tencent qui a décidé de faire son propre auto-chess aussi, qui s'appelle Chess Rush, je crois. Chess Rush, ouais. Ouais. Alors j'ai pas encore eu le temps de tester celui-là. Ça m'a fait réinstaller League of Legends, ça faisait très longtemps. Pareillement, moi c'était ça la plus grosse affaire de Teamfight Tactics, c'est que j'ai réinstallé quelque chose qui faisait longtemps. Mais même chose pour être dit pour AutoChess, moi j'avais réinstallé Dota pour AutoChess. Ah ouais. C'est assez spécial. Et alors, à savoir que le mode sur Dota 2 est toujours mis à jour parce qu'ils avaient quand même mis en place tout un système de récompenses assez évolué. À savoir à quel point ils vont continuer à le mettre à jour ou est-ce qu'ils vont vraiment se concentrer sur leur propre jeu auto-chess. Du côté d'Underlord, ça a l'air de très bien marcher également. Valve a déjà annoncé déployer une passe de combat avec des cosmétiques évidemment. Puis ils ont sorti mobile parce que j'ai oublié de préciser, mais il est gratuit. Il est mobile. Il est déjà sur mobile et crossplay. Ça c'est fou là. Vous jouez, vous affrontez d'autres joueurs sans problème. Alors c'est vrai que j'ai pas expliqué du tout en quoi consiste le jeu, mais c'est un jeu qui se prête excessivement bien au format mobile. C'est ça qui est bien. C'est parfait. À part peut-être la longueur des games qui parfois peut être peut ne pas aussi bien fitter que ça, surtout dans le cas d'Underlord où ça peut être un peu long. Ils ont compris ça. Oui. Les autres sont arrivés à la version courte, mais vous avez absolument. Donc pour ce qui est du jeu, en fait, comme son nom l'indique, ça n'a rien à voir avec Dota ni avec les échecs. Quand Eric m'a parlé la première fois de AutoChess sur Messenger, j'étais comme, c'est quoi, c'est un jeu d'échecs? La seule chose que ça partage avec les échecs, en fait, c'est d'avoir des pièces et un plateau de jeu en grille. Ouais. Ça s'arrête là. juste, Le concept, c'est que à chaque tour, vous allez pouvoir acheter des unités parmi un pool de 5 ou 5, je crois, qui vous sont proposés. Vous allez les mettre sur votre plateau de jeu et ensuite vous allez juste vous rouler les pouces et les regarder affronter l'adversaire. Vous allez monter en niveau au fur et à mesure des combats. Le nombre de niveaux détermine le nombre de pièces maximum que vous pouvez mettre sur le plateau de jeu. Et quand vous avez 3 fois la même pièce, elles vont se combiner en unités plus fortes de niveau 2 et puis finalement de niveau 3 avec 3 unités niveau 2. Ça leur ajoute plus de points de dégâts et plus de points de vie généralement. Mais surtout, là où est la stratégie, c'est que chaque unité en fait va avoir 2, voire pour certaines 3 caractéristiques de race ou de classe, des trolls, des chevaliers, des druides, ce genre de choses. Et lorsque vous avez plusieurs unités qui partagent une même caractéristique, plusieurs unités différentes, vous ne pouvez pas mettre 3 fois la même, ça serait trop facile sinon. Il va y avoir des boosts qui leur sont accordés, qui sont assez divers. Ça va être des boosts sur les dégâts, des effets de silence, des effets, pour les druides par exemple, ça va les faire monter de niveau automatiquement. Donc c'est ce qui va vraiment décider de votre stratégie, de comment vous dépensez votre argent. Vous avez le droit de dépenser 2 pièces pour faire un nouveau reroll en fait, du nombre des pièces qui vous sont proposées. Parce que là où est la stratégie aussi, c'est que le bassin de pièces disponibles est commun à tous les joueurs qui s'affrontent. Parce qu'une partie est composée de 9 joueurs. Et donc si vous êtes déjà 5 joueurs à partir sur des unités chevaliers, ça veut dire que vous avez moins de chances d'avoir assez de pièces pour monter votre pièce niveau 3. Au niveau de l'économie aussi, une victoire, une défaite n'a pas énormément de conséquences. Ça va vous infliger des points de dégâts. Et puis quand vous êtes à 0 point de vie, évidemment, vous êtes mort. Et plus l'adversaire a d'unités restantes à la fin du combat, plus vous prenez de points de dégâts. Donc c'est surtout en fin de partie, évidemment, qu'on va se faire steamroll et qu'on va prendre des gros points de dégâts. Et donc, au niveau de l'argent que vous gagnez, une victoire, une défaite n'a pas énormément de conséquences. Par contre, ce qui est important, c'est votre banque, en fait. Vous gagnez de l'intérêt jusqu'à 5 pièces d'or, donc ça veut dire maximum 10 pièces d'or. Tout ça pour dire que c'est pour ajouter une couche de stratégie et pour éviter l'effet de boule de neige. En fait, dès le début, on gagne des combats, donc on va être beaucoup plus fort parce qu'on va moins dépenser pour aller chercher les unités, on va plus dépenser pour aller chercher une grosse banque et pour avoir plus tard plus d'argent. Donc ça pour dire qu'il y a beaucoup de couches de stratégie, mais il y a surtout une très grosse couche de casino et de machine à sous, dans le sens où je vais tirer sur un bouton pour aller chercher peut-être la bonne pièce qui va me faire gagner, même si évidemment tout ça est contrôlé, parce que si je dépense
20 pièces, donc 10 tirages, je vais avoir beaucoup de chance d'aller chercher la pièce que je veux. Donc, il y a quand même de la stratégie. La grande question, évidemment, c'est est-ce que ça va aller e-sport? Est-ce qu'il va y avoir une scène? Est-ce qu'il va y avoir des compétitions? C'est certain. Il va y avoir des tentatives, ça c'est clair. Est-ce que le jeu est vraiment adapté à ça? Je reste encore circonspect, honnêtement, savoir à quel point les méta peuvent évoluer. Valve a fait une annonce intéressante comme quoi ils allaient faire des rotations de pièces. Certaines vont être retirées, d'autres ajoutées pour bouger un peu la méta et faire évoluer les choses. Du côté de la version de Riot, ils ont changé le plateau de jeu. Au lieu que ce soit un échiquier, ce sont des cases hexagonales. Gros changement. Il y a aussi un peu plus d'objets, parce qu'il y a des objets que vous pouvez équiper sur les héros. Dans League of Legends, les objets vont se combiner. Il y a un petit peu plus de profondeur de ce côté-là. Ils ont aussi ajouté un système de draft. Il y a une phase où en fait, il y a un pool de héros qui tourne au milieu et puis tous les joueurs autour vont aller sélectionner un héros, donc c'est un petit peu la course à ça. Ça change pas grand chose à l'affaire. Il y a beaucoup d'effets qui se copient les uns les autres suivant les versions du jeu. On retrouve les équivalents de tel héros sur tel jeu ou tel jeu, hormis League of Legends qui utilise ses propres héros et champions et compétences. Mais pour l'instant, ça a l'air de pas mal copier à chaque fois la copie du voisin. J'ai pas eu l'occasion du côté de Chess Rush de voir si c'était aussi des copies de ce qui existe sur AutoChess. Le Chess Rush, c'est 100% une copie de AutoChess OG. Qu'est-ce qui se passe de Drogo? Puis s'ils n'ont pas travaillé ou fait à la même place, je serais même pas surpris. Là, en tout cas, c'est spécial. Là. Je connais pas tous les détails là-dessus. Mais tu parles de si ça a une place dans l'e-sport. Je trouve que ça a autant la place qu'un jeu de cartes. Je trouve que qu'est-ce que c'est que c'est vraiment quand tu le compares à, on va dire, la scène de Hearthstone où ce que tu vas avoir quelqu'un qui est je sais pas moi, un aggro rush hunter, ben tu joues un aggro rush hunter dans ton deck, tu bâtis ton deck est bâti. Ben ce deck-là, tu vas avoir des bonnes, des mauvaises décisions à faire pendant ton match. Puis c'est beaucoup un petit peu la chance contre la personne que tu joues contre avec les décisions que tu fais, mais tu vas toujours avoir la même genre de base de synergie que tu cherches. Tandis que qu'est-ce que AutoChess offre, puis le concept à la base, je pense qu'est-ce qu'il a fait beaucoup de la scène des jeux de cartes transférés à ça, parce que les streamers d'Hearthstone sont tous virés, là. Il y a beaucoup de monde qui ont poussé pour ça. C'est que tu peux commencer avec une idée, mais pendant le jeu, tu peux toujours changer tes différentes synergies, tu peux changer tes différentes attaques, comme dans Teamfight Tactics, tu peux avoir... par exemple, juste des druides, par exemple. Là, tu fais ta synergie de druide, puis là, tu te rends compte que tu vas pas être capable de pogner la carte que tu voulais. Puis là, tu peux tout... Ou qu'il y a un adversaire qui a une composition d'armée qui te roule dessus. C'est ça. Puis je trouve que c'est cet ajout-là, quand même, de stratégie, ça l'ajoute une... Il y a un fond qui est quand même assez intéressant à travailler dessus. C'est pas pour rien que cette affaire-là, ça explose. Il y a des aspects intéressants. Je me pose juste la question, alors, oui, il y a le côté aléatoire, mais après tout, on fait souvent le comparatif avec le poker. C'est juste des contrôles de statistiques finalement. C'est plus dans le sens où je me pose vraiment la question, est-ce que le jeu a la profondeur suffisante pour un jeu e-sports? Est-ce que au bout d'un certain temps, les joueurs vont pas juste complètement entre guillemets briser le jeu, trouver la stratégie idéale. Mais c'est difficile à cause du RNG de faire ça justement. Oui, mais il y a toujours moins. Hearthstone, il arrive à peu près où les joueurs contrôlent, font des paris sur cette RNG, et puis c'est ce qui rend ça intéressant. Une autre dimension, c'est le côté spectacle. Les streams d'Hearthstone ont beaucoup de succès parce que les gens aiment beaucoup écouter le raisonnement des joueurs. Dans le cas d'AutoChess, il y a quand même beaucoup moins de calcul de ces coups que tu peux faire dans Hearthstone. Ben des joueurs surpris. mais c'est plus de cet aspect-là. Est-ce qu'il y a suffisamment de potentiel en termes d'audience parce que si un e-sport n'a pas d'audience, il ne peut pas vivre. C'est comme ça que ça marche. Je veux dire, les sports, pourquoi le football est professionnel et pas le tir au pistolet? C'est parce que tir au pistolet, il n'y a rien de plus plate à regarder. Non, c'est clair. Alors que le football, c'est spectaculaire, on vit des émotions. Et c'est ça qui est important aussi dans l'e-sport. On a rarement vu quand même un jeu comme c'est vraiment le genre de 2019, là, on va dire. Là, si pour avoir un nouveau genre qui est sorti, c'est AutoChess. Mais on a rarement vu un jeu ou un style de jeu, un mode de jeu, je trouve,
juste arrivé si vite, Ouais. puis d'un coup. J'ai été tellement... découvrir Auto Chess à travers Dota, c'était une chose. Mais on dirait la période d'entendre que Doro a pas fait de quoi avec Valve, puis que Doro était déjà en train de dealer avec Blue Dragon. Puis on dirait entre le temps de tout ça, en 3 semaines, t'as Valve qui sort leur premier jeu mobile ever. T'as cette gang-là, Doro, qui ont déjà leur jeu mobile qui est avec Epic puis Tencent. T'as Tencent qui font leur affaire sur le côté. T'as plein de clones aussi random, là, comme on n'en mentionne pas, là, mais il y a une dizaine de clones poches et pourris, steampunk, futuristes. Il y a des affaires weird, là, comme j'ai jamais vu un jeu. C'est comme l'équivalent des matchs des Bubble Des matchs Saga, 3, des matchs 3. ouais. Ouais. J'ai jamais vu de quoi sortir aussi vite. Non, puis- ça a été spectaculaire. C'est surtout l'enchaînement des 3 vraiment de Valve, Riot, Ouais. Tencent qui sortent coup sur coup leur jeu. C'est incroyable. Alors, ceux qui sont étonnés par la sortie de Tencent, parce qu'on le rappelle, Tencent ont des grosses parts dans Epic Games. Et donc, c'est une pratique assez courante chez eux de faire des clones et laisser survivre le meilleur dans le tas. Mais des Donc, bons il n'y a rien de clones. surprenant. C'est comme Ouais. pas des mauvais. Ça me Mm. surprend qu'est-ce qui sort en ce moment. C'est pas des jeux cheap, c'est pas des clones NES faits en Chine, weird. Non, là, non, ça- ils savent coder, on ils est savent faire des rendu jeux. avec hein. des affaires assez stables et bien, là. Avec des fonctions sociales qui me font triper. Là. Celui de Tencent, là, aussitôt que tu embarques dedans, t'as déjà l'option du micro. Puis c'est comme tu veux parler aux gens, pouf, micro il est là, puis on vous suggère de parler. C'est comme mon jeu mobile, il y a plus de fonctions que Alors, bien des jeux. Une autre évolution qu'il faudra surveiller, qui est très intéressante aussi, que j'ai oublié, et là c'est Drodo qui ont innové et qui vont certainement être copiés dans la foulée, c'est qu'ils ont lancé une nouvelle map. Au lieu que ce soit du FFA à 8 joueurs, ça va être des équipes de 2. Ah, cool. Et là, le concept, c'est que les joueurs vont pouvoir s'échanger des pièces. Ah. Donc là, ça rajoute encore une couche de stratégie, une couche de teamplay, une couche de drama et de toxicité qui va sortir aussi, malheureusement, qui vient toujours là. Mais ça va peut-être être le petit coup de pouce pour vraiment le faire rentrer dans un domaine beaucoup plus stratégique et intéressant. À voir si ça va prendre. Déjà, à voir si les autres vont copier leurs petits voisins. Mais moi, je me fais pas trop d'illusions là-dessus. Ça va arriver. Parce que je pense que je l'ai pas essayé encore. J'ai pas encore eu l'occasion. Mais je pense que ça peut être vraiment intéressant. Moi, j'adore l'ironie de toute cette histoire-là d'un mode de Dota qui était un mode de Warcraft 3. Puis on en parlait avant l'enregistrement, mais le concept de beaucoup de gros modes, c'était tout des user-based stuff, là, que ce soit League, que ce soit Counter-Strike. Ça vient des communautés, ça. Puis je trouve que Blizzard, qui était parmi les premiers à laisser leurs outils à l'ouvert pour laisser les gens vraiment s'amuser, ben ça permet des beaux petits, peut-être feux de paille, mais ça permet des belles petites affaires qui sortent comme ça d'une part. J'ai hâte de voir la suite. En restant dans l'auto-chess, on passait une question du public. Il y a Nick Lachapelle qui demande qui sera le prochain grand développeur à lancer leur saveur du auto-chess. La réponse facile, c'est Blizzard. On verra bien, là, mais il va sûrement avoir un mode StarCraft. Il y a déjà probablement un mode StarCraft que quelqu'un a fait dans l'arcade. Je me checkerai ça. C'est possible. Mais Nick, j'avais parlé la joke là, de EA avec un auto-chess de FIFA. Ou auto-chess NHL. Je sais pas si ça donnerait une bonne image de voir les joueurs se taper sur la gueule. Ou alors ils se tirent dessus à coups de ballon peut-être, mais... Mais ouais, c'est ça, Blizzard, EA, ils vont Bizarre, sûrement avoir de quoi, là. Ouais, je pense qu'ils Blizzard, vont peut-être en voir si c'est un genre qui va se soutenir encore ou est-ce que si ça s'essouffle dans 2-3 mois, ça vaut peut-être pas la peine de sauter sur le développement d'un genre et être en mode rattrapage aussi. Là, ils sont bons pour faire ça. Parce que généralement, quand il y a un genre qui apparaît comme ça, il va y avoir 2-3 jeux qui vont se démarquer, qui vont réussir à soutenir un player base, mais que comme les Battle Royale, il y en a plein, mais il n'y en a pas tant que ça qui fonctionne vraiment. Tu as Fortnite, tu as PUBG, tu as Apex, puis c'est pas mal. Quand tu vas embarquer sur un nouveau genre de jeu, soit tu donnes une twist différente, intéressante qui va attirer tes joueurs, comme l'a fait par exemple Apex, et aussi il faut que ton jeu soit bien polish, c'est aussi ce qui a plu avec Apex. Soit tu as déjà une user base existante qui, quoi que tu sortes, va sauter sur tout ce que tu leur donnes. C'est le cas de Blizzard, donc
Mais eux, moi, ça ils pourraient m'excite. le sortir et ce serait sympa. Moi, je suis un grand fan de StarCraft 2. J'adore cet univers. Ça me ferait certainement marrer de voir ça et je pense que ça s'y prêterait parfaitement. Comme tu as dit sur StarCraft 2, il y a aussi un mode arcade disponible. Si ça se trouve, il y est peut-être. Mais le plus important dans tout ça, il faut qu'on n'oublie pas que présentement, Blizzard prépare et vont sortir Warcraft 3 Reforged, qui est un petit peu un full loop un peu de retourner à la source de toutes ces choses-là, mais qui ont déjà promis que les modes originales, etc., toutes les affaires vont fonctionner sur le nouveau engin. Fait que je suis très curieux de voir qu'est-ce que Warcraft 3 Reforged va apporter dans le sens de retourner aux sources de création, voir qu'est-ce qu'ils vont sortir. Il va sûrement avoir des Warcraft 3 Reforged Auto Chest ou d'autres modes, des nouveaux Tower Defense qui vont sortir. C'est intéressant de voir. Puis Blizzard, on dirait, il retourne un peu en arrière en ressortant les outils. Est-ce qu'il y avait une date pour Reforged? Je me souviens pas. Non, when it's ready. Mais c'est parce qu'ils donnent le temps pour leur équipe de se reposer puis avoir des périodes relax. Moi, j'ai hâte de jouer à Warcraft 3. Warcraft 3 et WoW classique avec mon skin de Windows 1.0. On est en 2019, Mario. Puis là, on va sortir le meme de What year is it? C'est ça. On a peut-être le temps pour d'autres questions rapides du public. Ghislain Comtois demande, est-ce qu'on est gâté niveau jeu, le nombre de titres qui sort à chaque semaine, la multitude de consoles, les jeux mobiles, le streaming et j'en passe, est-ce que ça risque de s'essouffler? Non. Moi, non, je pense pas non plus, dans la mesure où je pense que le jeu vidéo sort de son adolescence et atteint un niveau de mainstream où est-ce qu'il y a une multiplication des audiences. Et des créateurs. Des créateurs et des plateformes. Facilités de création. Oui, une multiplication aussi des plateformes et du genre de jeu et comment tu peux consommer ces jeux-là. Et pour moi, je fais souvent la comparaison avec le cinéma. Le cinéma, au début, était pas nécessairement accessible à tout le monde. Aujourd'hui, tu regardes un film, il n'y a pas quelqu'un qui va dire tu regardes un film parce que tu es un cinéphile. Non, tu regardes un film parce que tu regardes un film puis c'est une activité banale. T'sais. Alors, il va arriver un moment où est-ce qu'on va pas dire à quelqu'un t'es un gamer parce que tu joues à des jeux. C'est comme non, tu joues à un jeu parce que c'est une activité banale. On est déjà là. Ma mère, elle joue à des jeux sur son iPad alors que quand j'étais jeune et que je jouais sur ma NES, mes parents ne comprenaient absolument rien. Ils trouvaient ça vraiment ridicule de jouer à des jeux sur un écran, alors qu'aujourd'hui, ma mère, elle joue à des jeux sur son iPad. Je veux dire, on est là, puis je pense pas que ça va s'essouffler. Au contraire, je pense que ça va juste devenir tellement omniprésent et naturel qu'on va même plus le voir un peu comme on n'y pense plus par rapport au cinéma, aux téléséries. C'est juste omniprésent, c'est partout. Donc, non, je pense pas que ça va s'essouffler. Non, il y aura toujours des compagnies qui vont survivre et d'autres qui vont s'écrouler, hein, comme le cas Telltale, évidemment. Ouais. Mais comme dans toute industrie, hein, il y a des business qui sont plus ou moins bien conduites. Mais la player base n'est pas prête de disparaître ni de se lasser, au contraire. Alors oui, des fois, on a le sentiment, on avait l'habitude, il y a de ça quelques années, d'être capable de jouer à peu près à tous les grands jeux. Maintenant, c'est juste impossible parce qu'il y en a trop qui sortent. Puis, tu as des petits jeux qui sortent qui sont aussi bons que les grands jeux. Puis... C'est ça, mais il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts. Donc, est-ce qu'on dit que le cinéma s'est essoufflé? Le cinéma a peut-être certainement évolué avec les Netflix de ce monde et les séries qui ont pris un gros pas possible sur le temps de divertissement qu'on a dans une journée. Ouais. Mais c'est des Il y en a qui vont dire que le cinéma est mort. Il peut être mort... Peut-être qu'il n'a pas l'importance culturelle et sociale qu'il a pu avoir à une certaine époque. Je pense que peut-être le jeu vidéo a pris cette place-là. Mais le cinéma va toujours exister pareil. Il va juste exister justement sous différentes formes. Autre question du public. Christian Bolduc veut savoir, est-ce que Days Gone est meilleur que God of War, Spider-Man et Assassin's Creed Odyssey? Moi, j'ai pas joué à Days Gone. Eric? Moi, j'ai pas joué à Days Gone. J'ai pas joué à Spider-Man. J'ai commencé God of War. Puis j'ai vraiment adoré Odyssey. Fait que je dirais que non.
Je fais exactement les mêmes jeux que toi, Ouais, donc c'est du coup ça. je peux rien commenter de plus. Pareil, j'ai quasiment bouclé Odyssey, Ouais. j'ai fait un peu le début de God of War, j'ai regardé un petit peu ma blonde jouer à Superman, qui est très très fun. Mais Days Gone, ça m'a vraiment pas attiré. Je pense qu'il faut aimer un peu le genre. J'ai Ouais. lu beaucoup les critiques à l'époque, ça avait l'air pas mauvais, mais je pense pas que ce soit au niveau des Spider-Man, God of War qui ont vraiment marqué. On rappelle God of War, hein, mais jeu de l'année l'an dernier. Ouais, ouais. Ah non, God of War, c'est fou. Mm. Christian, je t'invite à aller voir la critique vidéo de Bruno Georget sur RDS Jeux vidéo. Si tu posais la question pour te faire une idée, ben, je t'invite à aller écouter cette critique-là. Bruno l'explique avec sa belle douce voix. Ouais. 3 questions rapides de Éric Théroux qui se répondent pas rapidement, mais les MMORPG, qui va oser en faire un nouveau considérant les risques temps versus revenus? Mais je pense que les MMO, ils sont toujours là, ils ont juste évolué dans leur forme. Je pense que tu sais, Ouais. ce que je considère des semi-MMO comme Destiny, tu sais, c'est comme tu es dans un environnement en ligne, mais c'est pas World of Warcraft. Tu sais, Il n'y a pas l'aspect persistant qui C'est est normalement ça. la caractéristique d'un MMO. L'acronyme, pardon, probablement un des pires acronymes du jeu vidéo qui décrit tout et rien à la fois. Hein, parce que MMORPG. Massive Multiplayer Online, je veux dire, CS est un jeu massif, enfin Ouais, peut-être ouais. pas massif à la limite du nombre de serveurs, enfin bref. Mais il y a eu, là pour le coup, il y a eu un effet de saturation à un certain moment, avec surtout le grand patron World of Warcraft qui a à peu près écrasé tout le monde. Mhm. Mais il y en a pas mal qui ont réussi à se tailler leur place. Il y a eu le gros sauvetage incroyable de FF14 Ouais. qui était parti pour la poubelle et puis ils ont réussi à le redresser de manière assez spectaculaire et qui a l'air de très bien marcher. C'est incroyable le travail qu'ils ont fait en, je pense, 1 an. Mm. Ils ont fermé les serveurs, puis 1 an après, le jeu était méconnaissable. Et du niveau de World of Warcraft en termes de genre. Un jeu que dans lequel tu peux rentrer facilement, comprendre et former des communautés assez facilement. Et puis là encore, ils ont l'attrait de la fanbase de Final Fantasy, qui est une immense Ouais, c'est licence aussi, Ouais. et qui va être très vendeuse, évidemment, autant d'un point de vue graphique que juste la base de fans qui ont grandi avec les finales. Donc la moindre petite référence, ça fait plaisir, ça va chercher la nostalgie. Alors c'est sûr que sortir un immense MMO aujourd'hui, c'est pas la tâche la plus facile. Mhm. À moins que tu aies Luang de la Chine, puis qu'il met ça sur mobile avec World of Kings. Ouais, il y a quand même des jeux mobiles qui arrivent à faire des Hey. choses assez surprenantes. Ouais. C'est quoi Chaos, celui de. Moi, j'avais testé Lineage 2 Hey, Revolution. Lineage 2, Parce que c'est fou qu'est-ce qu'ils ont Moi, fait. ça a été mon MMO, Lineage 2, celui sur PC. J'ai pas joué à WoW. Moi, j'ai joué à Lineage pendant à peu près 5 ans. Donc, quand j'ai vu ça, évidemment, j'ai testé. Alors, j'ai pas été très très fan parce que je suis pas un gros joueur mobile. Mais Déjà, c'est en surprenant général. qu'est-ce qu'ils ont pu faire. Mais ça hein. marche étonnamment bien. Mhm. Pour répondre un peu à la question, Eric, s'il y a quelqu'un qui va prendre le risque, je pense qu'on a manqué, on a la bulle de les gros MMO avec les gros budgets est pétée. Là. EA, ils se sont plantés, ben pas plantés, mais ils ont Star Wars, Warhammer. Il y a eu des gros projets qui ont été hautement C'est vrai que financés ça, dans c'est la des bulle. licences énormes qui auraient C'est dû ça. marcher. Fait que tu as eu des grosses licences. Puis ça, je pense que ces jours-là sont passés où tu vas avoir des gros projets MMO. Mais je pense que les outils sont plus accessibles et tout. Puis je pense que s'il y a un studio qui va l'essayer le prochain, là, je pense que le prochain gros MMO, ça va être Blizzard. Puis ça va être un genre de complete refit de World of Warcraft dans comme 15 ans. Ouais, c'est la grande question. Est-ce qu'ils vont Cataclysme vraiment se 2. risquer à ça Ben, pas sortir en Je World sais of pas. Warcraft 2. Moi, d'après Mais moi, je la crois prochaine qu'ils vont étape pour le utiliser World of Warcraft à la base. Ouais. Comme si la seule manière que ça va fonctionner, on en a déjà parlé, moi plutôt, c'est à la bière. Ouais. Mais, mais ils vont. Tant que mon personnage que je me suis fait en 2004 va apparaître dans une nouvelle version en 2025, ils ont des chances d'aller retirer tellement de nostalgie, comme il s'essaie avec classique en ce moment. Ouais. Mais je pense que s'il y a quelqu'un qui est bien positionné pour faire un dernier gros hurrah, ça serait eux, ou sinon quelque chose qui va sortir de nulle part en Chine. Là, on va voir. Ben, moi, je pense que la prochaine étape pour le Warcraft, c'est de revoir le modèle économique. Je pense qu'en ce moment, il Ouais, le fonctionne... 15$ par mois. Oui, puis je pense tout qu'il ça, fonctionne encore en ce moment, mais d'après moi, ça va baisser. Puis à un moment donné, ils vont comme mettre ça free-to-play, puis revoir le modèle économique. Mais c'est fini, Puis, les MMO Ben, mensuels. en fait, c'est ça que, d'ailleurs, on l'a pas mentionné, mais Elder Scrolls Online aussi Oui, c'est vrai. se sont beaucoup améliorés Très bon. depuis le lancement en faisant 2 choses très importantes. C'est que
Ils ont changé le modèle économique. Le jeu, bon, tu l'achètes et ensuite tu joues, tu ne payes pas l'abonnement, mais tu peux choisir de payer un abonnement pour avoir plus de place d'inventaire ou avoir gratuitement certains DLC qui sortent. Ensuite, l'autre chose qu'ils ont faite, c'est un update qui s'appelait One Time Real. C'est que partout où tu vas dans le jeu, le level des ennemis ou des challenges devant toi scale au niveau de ton personnage. Donc, tu peux commencer le jeu dans n'importe quelle région que tu veux. Tu décides. En fait, là, il y a l'expansion Elsewhere qui est sortie. Si tu crées un nouveau personnage, tu vas commencer Elsewhere et tu peux embarquer tout de suite dans cette nouvelle expansion. Et il y a pratiquement tout ce qui est dans le jeu, tu peux le faire solo. Donc, ça va chercher aussi les fans de Elder Scrolls, c'est des jeux solo principalement. Alors, je pense que l'update One Time Real, ça a vraiment revu un peu la structure habituelle des MMO où est-ce que tu fais une zone un après l'autre et tu level et là, ton ami il est à tel niveau, tu peux pas jouer avec et tout. Donc, il y a une liberté dans ce jeu-là, un côté plus sandbox où est-ce que moi j'ai envie d'aller faire les quests à Morrowind, ben vas-y, puis il n'y a rien qui t'empêche dans le jeu d'aller à Morrowind avant de faire les quests dans ton starting zone, par exemple. Donc ça, c'est ça qui, moi, je trouve vraiment intéressant, le modèle de Elder Scrolls Online. Mais est-ce que qui vraiment pourrait se relancer là-dedans? Moi, je pense qu'on va continuer plus à avoir des MMO dans l'optique de Destiny, Division ou même des Diablo. Où est-ce que Mobile. Moi, je verrais t'es pas dans un monde persistant, mais tu es quand même en ligne constamment avec des saisons puis du nouveau contenu qui arrive de façon... du petit nouveau contenu qui arrive de façon régulière plutôt que des grosses expansions qui sortent après 3-4 ans. Pour moi, la grosse opportunité ratée qui demeure pour l'instant, c'est Star Wars. Savoir si Disney va financer un projet dans ce goût-là. On le rappelle évidemment qu'il y avait eu The Old Republic, développé par BioWare. Et avant ça, Galaxies de Sony, qui était quand même... Celui-là, je le connais moins bien. J'avais testé The Old Republic et puis c'était plutôt sympa. Mais il est encore vivant, le jeu. Je veux dire, si tu veux faire du high-end rating, c'est fonctionnel, mais je suggère souvent les gens qui chialent de pas de MMO, pas de Open World Star Wars, de faire comme ça. Il y a bien des gens qui n'ont jamais joué à The Old Republic. Puis ce jeu-là, il est disponible en ce moment free-to-play avec des centaines d'heures de quand même contenu single-player, des story arcs, du voice-over. Tu peux jouer ça gratuitement, puis c'est quand même pas mauvais. C'est ça ce que je voyais comme ce qui a posé problème à ce jeu-là, c'est qu'ils ont confessé à BioWare qu'ils sont plus réputés quand même pour leur jeu, l'aspect narratif de leur jeu que l'aspect multijoueur. Et le jeu, de ce que j'en avais lu, j'étais pas allé bien loin, était vraiment intéressant pour faire la storyline. Mais pour ce qui est vraiment l'aspect multijoueur, vraiment de raid, de guerre de clans ou ce genre d'animation. Le PVP, il était problématique parce qu'il avait pas bien figuré ça. C'est compliqué parce que comment tu veux designer un Jedi sans qu'il soit complètement OP? Mais il y a ça, mais tu sais, moi j'étais un grand joueur de PVP de WoW, Gladiateur, tout le kit. C'est comme moi j'étais gros PVP dans WoW. Puis quand The Old Republic a sorti, c'était le premier jeu que beaucoup de ma gang de WoW a été dans The Old Republic. Puis on s'est vraiment amusé au début. Mais quand on était rendu dans le high-end PVP, il y avait des lags dans... Parce que qu'est-ce que WoW réussit très bien avec Blizzard, c'est que tes spells, ton callable cooldown, tout ça, c'est vraiment ça coche. Tandis que ça, man, il y avait des délais, des fois, là, tu le manquais là, par une demi-seconde, puis tu le voyais. On avait descendu les graphiques, on avait essayé de tout faire pour essayer de faire sûr qu'on pognait la bonne réaction. Mais non, quand tu étais dans du gros feu de l'action avec 5-6 personnes, tu voyais les lacunes un petit peu, puis c'était un peu frustrant. Parce qu'à la base, le 1 contre 1, c'était quand même le fun. Mais en tout cas, allez jouer quand même. Si vous avez jamais joué à ce jeu-là, ça vaut la peine d'essayer juste pour le contenu single-player. C'est quand même pas mauvais, puis c'est beau, puis c'est correct, là. Il y a Star Trek Online aussi. Qui va jamais mourir, qui est tellement là. Il y a encore des updates.
qui est sympathique, mais... C'est qui a développé ça? Ah, man, c'est Funcom, non? Ah, c'est non, Funcom? non, c'est pas Funcom, c'est Cryptic. Cryptic, c'est ça, la Cryptic. gang de City of Heroes puis tout ça. Là, Mais ouais. je pense qu'ils ont changé de développeur à Mané ou Publisher, je sais pas trop. Et ce mais- jeu-là sorti avec des Les- passes à vie. Les combats spatiaux sont intéressants. Les combats, les phases terre à terre sont moins intéressantes. mais quand tu t'embarques dedans, le lore, tu peux t'amuser dans des affaires drôles quand même. Oui, ben c'était vraiment un fan de Star Trek. Il y a du contenu. Tu vas aimer l'univers. Tu sais, là, j'avais essayé un peu la dernière expansion qui était plus basée sur Deep Space Nine, qui est ma série préférée, et j'ai vraiment trippé à genre, je me promène sur Deep Space Nine, je suis sur la Ouais. promenade et tout. Bon, mais graphiquement, c'est pas fou. On va terminer là-dessus. On va Ok. regarder d'autres questions d'Éric Théroux pour la prochaine fois. On va sûrement avoir une banque infinie de questions d'Éric Théroux d'ici le prochain épisode. Donc, je pense qu'on va juste l'inviter pour qu'il il pose ses questions à lui-même. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je vous invite à aller sur jeuxvideo.rds.ca. Il y a pas mal de contenu intéressant. Aujourd'hui, on a sorti 2 rétrospectives de Cédric Fisher. Il y a une rétrospective Indiana Jones et une rétrospective... C'est quoi l'autre rétrospective qu'on a sortie aujourd'hui? Je l'ai pas vu passer, je peux pas t'aider. Ah, ouais, désolé. Voyons, j'ai comme un blanc. Ça s'en vient dans 2 secondes. Il faut juste que Une rétrospective Benoît Socal. Si vous êtes un grand fan des jeux d'aventure classiques tels La Mer Zone, Siberia, ou des BD franco-belges, parce que Benoît Socal, c'est Oh, du Microids. Oui, c'est un BDiste qui avait développé aussi des jeux vidéo. Donc, il y a 2 rétrospectives très intéressantes. Et bien entendu, il y a les soldes Steam qui sont toujours en cours. Alexis Lemarec propose quelques suggestions. Aussi, moi et mon collègue Jean-Philippe Ravenel, on a été invités par Nintendo à avoir un petit aperçu hands-on de Fire Emblem Three Houses. Donc, il raconte dans un article un peu notre expérience. Donc, je vous invite à aller voir ça. Et bien entendu, les nouvelles chroniques de Fred Nollet sur League of Legends. Alban, on peut te suivre aussi sur multijoueur et Absolument, surtout sur le podcast. J'y fais plus beaucoup de contenu, malheureusement. J'ai plus le temps. J'essaye de participer autant que possible. Savoir aussi qu'il y a le Comic-Con cette fin de semaine. Oui. Je vous invite à aller visiter la zone indie. Il y aura encore beaucoup de studios. Ouais, Il y aura ouais. notamment Thunder Lotus avec leur petit dernier qui a été présenté à l'E3. Ils sont passés juste derrière Keanu Reeves, on le rappelle. Spiritfarer, j'ai très très hâte de voir. Cool. Puis Eric, on peut toujours te suivre. Je suis sur Chouchou, fait que je review. Je suis Fact Review. Il doit y avoir un épisode cette fin de semaine. Et là, tu lances un nouveau projet aussi avec Milter. Ben, j'ai un petit podcast. J'ai toujours voulu faire un podcast. Là. Je fais un podcast par moi-même. Là. C'est un podcast sur un petit projet qui s'appelle Game Tu. Ça va être juste inviter des gens, parler de leur amour, des passions de jeux vidéo, juste bien simple, à bonne franquette. Puis Arcade MTL, le 19 juillet, il faut que je le dise, mais on a le meilleur joueur de Mario Kart 8 au Canada. On a quelqu'un qui s'en vient de l'Ontario pour essayer de le vaincre. Mais on a vraiment une scène de Mario Kart 8 assez intéressante. Puis on a le 19, là, il va y avoir du gros calibre de Mario Kart. Puis on espère de détrôner notre champion titre de quoi, comme 9 tournois de fil. Là. En tout cas, c'est rendu un petit peu ridicule. La là. scène e-sport de Mario Kart 8, elle se passe chez Arcade Montréal. C'est ça, il y en a une, elle est là. Merci encore de nous avoir écoutés. Donc, Je voulais dire aussi, ce ouais. soir, on fait le challenge RDS, pas Bomberman, mais avec Blaster Dom de Blaster Master. Blaster Master, c'est Papa Cassette ce Ouais, on soir, fait il va ça streamer live. Blaster Master sur la page de RDS Jeux vidéo. Donc, allez suivre notre page Facebook. On Il a va aussi pas réussir. un groupe de discussion RDS Jeux vidéo sur Facebook. Non, il va Non. réussir. Ok, excuse. Merci beaucoup et on se voit au prochain épisode de Terrain de jeu. Salut. Bye.